Salut les Anacalypsiens, ici Farander pour parler de l'épisode 5 de Percy Jackson, donc épisode 5 qui se nomme Dieu nous paye des cheeseburgers. Un épisode honnêtement que j'attendais avec une certaine euh, impatience, euh, puisque on allait être sur un épisode où on allait enfin voir le dieu Arès. Voilà, quand j'ai su que c'était Edge, anciennement catcheur de la WWE, et du coup maintenant actuellement sous son vrai nom Adam Copeland, du côté de la AEW, mais qui a également eu des phases d'acteur, ce qu'on a pu voir notamment dans Vikings, lors de l'époque où il était blessé à la nuque. Et puis là avec Percy Jackson, donc c'est toujours plaisant de le voir en tant que grand fan de Edge, et je précise bien de Edge, puisque je connais pas sa carrière, enfin sa nouvelle carrière en tant qu'Adam Copeland. Je l'ai beaucoup aimé dans Vikings, donc le retrouver dans un rôle hyper intéressant, notamment celui d'Arès, et ça fait super plaisir. Honnêtement, moi je suis hyper content de voir ça. Du coup, on va revenir sur l'épisode en lui-même, donc un épisode un peu plus long que le précédent. Là, je vois, il fait 40 minutes. Euh, Ce qui est pas trop mal. Alors, j'ai un peu peur avec les structures d'épisodes. Encore avec Percy Jackson, ça a l'air d'être assez commun, hein. Les épisodes tournent entre 40 et 45 minutes, ou en l'épisode 4, 35 minutes. Pas beaucoup. Mais là, quand j'ai vu, là, il y a Echo qui est sorti du coup hier au moment où sortira cette vidéo, puisque le mercredi vous aurez le flop film, donc forcément ça décale Percy Jackson d'une journée. Bref. Mais du coup, le mercredi est sorti la série Echo, et franchement, je comprends pas comment Disney ils tournent leur série, parce que vraiment, t'as le premier épisode qui dure quasiment 1 heure, et le dernier épisode qui dure 30 minutes. Tu te dis, c'est quoi ce bordel? Pourquoi vos épisodes durent pas à chaque fois à peu près le même temps? Je comprends pas ce délire. Et ils ont fait ça sur plein de séries Marvel. J'ai pas vu les séries Star Wars, je sais pas si en termes de temps c'est la même chose, mais je comprends pas pourquoi tu fais des épisodes très longs, puis t'as un épisode très court, et puis surtout l'épisode de la conclusion, ça devrait être le meilleur épisode avec des trucs de dingue. Et là, c'est ton épisode qui dure le moins longtemps, c'est très bizarre. Bref, j'ai pas encore regardé Echo, hein, j'ai prévu de le regarder, je ferai peut-être une vidéo dessus. Mais c'est vrai que je comprends pas. Normalement, quand tu fais une série, normalement, tu es censé avoir un format de temps d'épisode, et puis, je sais pas, depuis des décennies, c'est comme ça, et là, Disney, ils disent, ouais, allez, on en a rien à foutre, nous, on fait un peu n'importe quoi, et voilà. Bon, c'est pas trop le cas avec Percy Jackson, même si, bon, on a quand même eu un épisode 4 un peu rushé sur la fin et qui durait pas longtemps. Parce que là, vraiment, on reprend l'épisode 5 avec une ellipse, tout simplement. Puisque dans l'épisode 4, ça se terminait quand Percy il tombe de l'arche. Il y a quelque chose qui le rattrape dans l'eau et qui lui dit voilà, ton père a confiance en toi, machin, nanana. Voilà, pour lui redonner confiance. Et quand on reprend l'épisode 5, ben on a Abbess et Grover qui sont déjà sains et saufs, il y a la police qui est là, machin. Euh, du coup, Echidna et la chimère ont totalement disparu, on sait pas où elles sont passées. On sait pas comment Abbess et Grover s'en sont sortis, ça c'est un peu décevant. Je veux dire, tu peux pas finir sur une fin comme ça, où en plus tu sais qu'Echidna et la chimère, c'est pas une petite porte qui les aurait arrêtés. Donc je trouve ça très 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 dommage. Alors je pense qu'ils ont fait ça parce que euh, je sais plus comment ça se passe dans les romans, mais le roman, pour ceux qui ne sauraient pas, est un roman écrit à la première personne du singulier, et donc on ne suit que le récit de Percy Jackson. Ça fait qu'on suit que les pensées de Percy, que ce qu'il dit, enfin pas ce qu'il dit parce que forcément ce que les autres ils disent, mais je veux dire, dans le principe, c'est un peu comme Harry Potter, quoi. Harry Potter, tu suis que Harry Potter. Je crois qu'il y a peut-être que un ou deux chapitres dans tous les romans où d'un coup on s'intéresse à quelqu'un d'autre. Et encore, je crois qu'il y en a peut-être qu'un seul. Euh,
Mais voilà, Harry Potter, c'est sur Harry Potter. Tu ne vois pas les pensées des autres ou quoi que ce soit. Percy Jackson, c'est pareil, sauf que c'est créé la première personne, dans le sens où, voilà, c'est plus. Enfin, c'est une écriture plus personnelle, plus intéressante, je trouve. Euh, J'adore Harry Potter, il n'y a pas de souci. Mais l'écriture à la Percy Jackson est hyper compliquée pour avoir testé. Donc, voilà, moi, je donne tout mon respect à ceux qui arrivent à écrire comme ça. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que bah, du coup, le récit ne s'intéresse que à Percy Jackson, tout comme Harry Potter s'intéresse que à Harry Potter, etc. pour ce genre de roman. Et du coup, ce qui fait que si cette scène existe vraiment dans le roman, bah, dans le roman, on ne sait pas ce qui arrive à Annabeth et Grover. Très certainement qu'ils le disent à travers un dialogue, mais mais voilà, on ne le voit pas dans le roman. Du coup, ici dans la série, on a un peu cette même structure, c'est-à-dire qu'on voit quand même un peu plus ce qui arrive à Grover et Annabeth, comme dans Harry Potter dans les films, où on voyait quand même un peu plus ce que pouvaient ressentir Hermione, Ron et tout ça, comparé au roman. Euh, et du coup, c'est un peu plus intéressant. Notamment, on voyait un peu plus les méchants aussi dans Harry Potter, là où dans les romans, tu ne les vois que en confrontation avec les héros. Et surtout les héros quand Harry est là. Bref. Et du coup, ça pourrait expliquer l'ellipse entre les deux épisodes, parce que ben, la série est censée tourner sur Percy Jackson et pas sur bah, tous les sangs mêlés qui traînent dans le coin. Bref. Euh, Ensuite, le groupe tombe sur les moires, si je ne me trompe pas, qui décident de couper le fil du destin, et du coup, Annabeth et Grover sont inquiets parce qu'ils pensent que l'un d'entre eux va mourir. Euh, Ensuite, le groupe décide de continuer leur route, mais comme ils sont recherchés par la police après ce qui s'est passé dans le train et dans l'arche, bah, du coup, ils décident de partir à pied. Pas fini de marcher s'ils veulent arriver sur la côte ouest en peu de temps. Je crois que Edge il dit il reste 4 jours, un truc comme ça. Et justement, c'est là qu'intervient Ares en mode biker. Alors ça, j'avais des bons souvenirs de Ares en mode biker. Par contre, dans mes souvenirs, je crois que Ares et Percy, je sais plus si c'était affronté, mais en tout cas, ils avaient une confrontation au moins verbale, un peu comme là. Après, là où je suis un peu déçu, c'est que Ares, il dit qu'il déteste tous ses enfants, qu'il aime pas les enfants et tout. Bon, ça colle bien à la personnalité du personnage, mais dans les romans, je crois qu'il a quand même un certain affect pour Clarisse, qui est la meilleure de ses enfants. Euh, Là, je trouve un peu dommage que bon, il en a un peu rien à faire. Alors que de mémoire, dans les romans, c'est pas pareil. Ou alors c'est peut-être dans le deuxième roman où c'est différent. Je sais pas si on revoit Arès dans la suite. Enfin, on le reverra sûrement à un moment donné, mais dans le deuxième roman, je sais plus. Ça serait logique vu qu'il part en quête, mais bref. En tout cas, enfin Arès propose de l'aide pour retrouver la foudre euh, au, au demi-dieu, puisque son père a demandé à tous ses enfants de retrouver la foudre, ce qui inclut du coup lui, notamment Athéna. Euh, Ce qui fait que du coup, ils vont se poser dans un petit resto, et puis globalement, il va lui dire si vous voulez mon aide, moi demain vous êtes à Los Angeles, ensuite vous faites ce que vous voulez avec Hermès, vous le soudoyez et il vous emmène à Las Vegas, et hop, vous allez en enfer. Euh, et, euh, et pour ça, bien sûr, il y a une contrepartie, c'est de récupérer son bouclier. Alors c'est vrai que sur le coup, j'ai eu la même réaction qu'Annabeth en mode quoi vous avez oublié votre bouclier dans un parc d'attractions. C'est quoi ce bordel? Vous êtes un dieu et au final on se rend compte que bien sûr c'est pas un parc d'attractions classique, c'est un parc d'attractions créé par Héphaïstos. D'ailleurs ça m'a très donné envie d'aller dans un parc aquatique là, la descente avec le petit bateau. Je me suis dit putain, faut vraiment trop que j'aille dans un parc aquatique parce que les parcs classiques je peux pas les faire parce que mon estomac ne digère pas les sensations fortes. Donc globalement, si je fais un manège à sensations fortes, je suis malade pendant pendant 2 jours minimum. J'ai l'estomac retourné, je me sens pas bien.
tout le temps envie de vomir, donc je ne peux pas faire de manège à sensation forte. Mais je pense que sur les trucs aquatiques, ça doit être très différent. Enfin, en tout cas, je sais que c'est différent pour ceux que j'ai fait, mais, euh, mais là, voir le petit truc, là, je me suis dit, putain, ça a l'air trop fun, j'ai envie de faire ça. Bref. Du coup, il retrouve le bouclier, mais pour récupérer le bouclier, il faut que l'un des deux se sacrifie. Du coup, Percy, en tant que héros, décide de se sacrifier pour son ami. Et je pense que c'est là où le fil coupé par les moires prenait sens. Dans le fait où, techniquement, bah, Percy aurait dû rester là pendant... En fait, pour toujours, quoi. Euh, donc, je pense que c'est là que le fil prenait sens. Ensuite, du coup, Héphaïstos apparaît et Annabeth, en mettant en avant le côté différent de Percy Jackson, que tous les dieux, voilà, sont avides de pouvoir, de puissance, que elle-même elle l'a été, mais qu'elle ne veut plus l'être par loyauté pour ses amis, mais que Percy Jackson, lui, il est pas comme ça, il est différent de tous les autres dieux, demi-dieux, voilà, avec toutes les créatures surnaturelles qui existent, ce qui au final va convaincre Héphaïstos de libérer Percy Jackson. Et c'est vrai que sur le coup, on peut avoir deux réactions. Soit la réaction ok, c'est normal, celle que moi j'ai eue, et il y a la réaction quand tu fais pas attention, où tu peux te dire euh, mec c'est trop facile, sorte de Deus ex machina, le mec en 2 secondes il est libéré. Euh, mais j'avoue que pour moi ça fait sens que Héphaïstos décide de libérer Percy Jackson. Je m'explique. Dans l'épisode, enfin, même pendant la série, on sait que Percy Jackson c'est quelqu'un de différent. Même lui, on le dit que sa mère l'a élevé pour être éloigné des sans-mêlés, tout ça, mais surtout élevé pour être différent des sans-mêlés, pour arriver avec une mentalité différente, un état d'esprit différent, euh, justement pour pas qu'il soit dans le même mode de vie que tous les autres. Puisque forcément on en a entendu parler quand il était en relation avec Poséidon. Et on sait que sa vie a été compliquée, qu'il a subi du harcèlement, des trucs comme ça, du fait qu'il était différent, vous voyez tout ça. Et le truc, c'est que quand on passe la grotte, alors certains n'auraient peut-être pas tout suivi, mais on ne raconte pas l'histoire des Phaistos pour rien. On raconte l'histoire des Phaistos pour nous montrer que bah, ce dernier est comme Percy. C'est un mec qui a été rejeté. Percy Jackson a été rejeté notamment chez les humains parce qu'il était différent. Quand il arrivait chez les demi-dieux, enfin chez les sans-mêlés, il a été rejeté par certains parce que on pensait que c'était un menteur qui voulait, voilà, qui voulait se faire mousser en arrivant. Et Héphaïstos, il a connu tout ça. Comme il le dit, il a été rejeté par sa propre mère parce qu'il était laid et qu'il a été jeté du mont je sais pas quoi. Ensuite, il a été trahi par Aphrodite qui le trompait avec Arès. Bref, c'est un mec qui, du coup a connu tous ces trucs qu'a connu Percy Jackson dans sa vie. Donc il se reconnaît en Percy Jackson. Et surtout, il reconnaît un être aussi plus pur que lui et qui pourrait être une sorte de version de lui-même meilleure. Et du coup, moi, c'est comme ça que j'interprète tout ce qui s'est passé entre la présentation des Phaistos, le discours d'Annabeth et du coup, bah, tout ce qu'on connaît déjà de la vie de Percy Jackson. C'est que Héphaïstos, il se reconnaît à travers Percy. Et du coup, cela bah, va permettre justement à Percy d'avoir la vie sauve. Voilà. Et du coup, ensuite, il donne le bouclier à Arès. Du coup, Arès, il tient sa promesse. Et, euh, et voilà. Entre deux, on a Grover qui va un peu discuter avec Edge, enfin avec Arès, puisqu'il le garde, voilà, pour dire, voilà, pour être sûr que vous me ramenez mon bouclier, je le garde sous la main. Et du coup, on va voir les discussions entre les deux, chose qui n'existerait pas dans le roman, qui du coup n'existe pas dans ce roman. Parce que après, dans les héros de l'Olympe, parce qu'en gros, il y a la série Percy Jackson en 5 romans, et ensuite il y a d'autres romans, les héros de l'Olympe, où cette fois, les héros principaux sont les personnages secondaires. Et du coup, on suit des nouveaux sans mêler. Sauf que là, il y a une structure un peu plus comme les Chevaliers d'Émeraude. Les Chevaliers d'Émeraude, en gros, c'est
chaque chapitre correspond à des persos différents et parfois même dans un même chapitre, on a des phases sur des persos différents. C'est-à-dire que, par exemple, on n'est pas là en train de suivre que le chef des Chevaliers d'Émeraude. Non, on peut voir des passages sur le chef des Chevaliers d'Émeraude, puis on peut voir un passage sur un de ses compagnons d'armes, un passage sur le roi d'Émeraude, un passage sur Kira, un passage sur le méchant. C'est assez rare qu'on ait des passages sur les méchants quand même dans les Cheveux d'Émeraude, mais il y en a quand même des chapitres sur eux. Il y a même un moment où il y a un combat entre deux méchants sorciers, voilà, parce qu'il y en a un qui a peur de perdre sa place et tout. Et d'ailleurs, je me suis beaucoup inspiré de ça pour écrire mes histoires. Je me suis dit, je veux pas m'inspirer juste être sur un perso, mais sur plusieurs. Et du coup, les héros de l'Olympe, c'est un peu comme ça. On se bat sur. Je crois qu'ils sont deux persos qu'on suit. Et du coup, on suit un peu leur progression, puisqu'à un moment les deux sont séparés. Et du coup, voilà, on a les deux points de vue et les deux quêtes. Enfin, pas les deux quêtes, mais les deux qui suivent leur aventure de leur côté jusqu'à ce qu'ils se retrouvent. Et du coup, là, la série télé reprend un peu plus cette structure-là, puisque bah, du coup, normalement, dans les romans, ce genre de truc n'existerait pas. Et là, on a toute une conversation où Grover va beaucoup taper sur l'ego d'Ares en parlant de guerre, voilà, notamment de guerre où il n'y a pas de victimes. Ça, c'est assez intéressant. Il faudrait faire des recherches sur les guerres dont Grover a parlé, si c'est des vraies guerres ou pas, ou si c'est vraiment des trucs mythologiques. Euh, et il va également un peu le mousser en disant qu'il est meilleur que Athéna, tout ça. Et apparemment, cela aurait poussé Ares à dévoiler à Grover qui est le réel voleur de foudre. Alors, moi, ça me pose un problème narratif. Je vérifie un petit truc avant. C'est vrai que j'aurais peut-être dû le faire bon, avant de lancer l'enregistrement. Mais je veux voir combien d'épisodes il y a dans Percy Jackson. Parce que c'est vrai que là, il s'approche des enfers. Donc on semble quand même s'approcher un petit peu de la fin du programme, enfin du moins de la saison 1, puisqu'il y aura forcément, enfin je dis forcément, mais si la série fonctionne, il y aura forcément une suite. Ce que j'espère, hein, parce que le premier film était pas si mauvais que ça, il n'était pas bon non plus, mais il était pas si mauvais. Par contre le 2 c'était une purge. J'ai envie que les gens connaissent la vraie histoire de Percy Jackson, enfin connaissent vraiment ces romans qui sont pas aussi réputés que des Harry Potter et tout ça. Ok, il y a 8 épisodes. 8 épisodes, on en est au cinquième. Donc ouais, il reste 3 épisodes pour qu'ils aillent en enfer, voir Hadès, ensuite tenter de ramener l'éclair et affronter le vrai traître. Ouais, en 3 épisodes, s'il continue à tourner sur du 30-40 minutes, ouais, ça peut le faire en 30 minutes, enfin en 3 épisodes. Mais voilà, pour moi, ce qui me dérange un peu, c'est que voilà, il reste 3 épisodes, comme on vient de le dire, et là, l'épisode il se termine vraiment sur Grover en mode je sais qui est le véritable voleur de foudre. Et moi, ça me pose problème dans le côté narratif, c'est que pour moi, on ne devrait pas savoir qui est le voleur de foudre avant la fin de l'épisode 7. Pour la simple et bonne raison, c'est que si là on apprend qui est le véritable voleur de foudre, euh, la quête, elle en prend un coup dans l'aile. Là, ils veulent se la jouer un peu détective. Tu peux pas te la jouer détective et paf, en 1 heure, avoir trouvé qui est le voleur de foudre. Je trouve que ça va un peu trop vite. Et surtout, ça gâcherait la surprise de voir qui est le véritable voleur de foudre. Euh, Parce que là, bon, ok, je veux dire, on est quand même énormément soit avoir lu les romans. Donc, on sait tous pour la plupart, qui est le réel voleur de foudre. Donc c'est vrai que se dire attendre le teasing, un teasing fin épisode 7 pour nous tenir en haleine avant l'affrontement final, c'est vrai que d'un côté, ça marcherait pas hyper bien dans le sens où quasiment tout le monde sait qui est le véritable voleur de foudre pour avoir lu le roman ou vu le film. Mais il y a quand même des gens qui ne connaissent pas réellement l'histoire. Tu vois, moi j'ai une amie que j'ai vue la semaine dernière, on a fait une petite soirée, on a parlé de Percy Jackson, et elle a jamais lu les romans, elle a juste vu le film.
Et si ça se trouve, comme on sait que des fois il y a beaucoup de romans qui sont très 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 mal adaptés, si ça se trouve, ils auraient pu se tromper dans l'adaptation, faire des choses différentes, hein. On a bien vu que certaines adaptations sont vraiment hyper hyper mauvaises. Je pense à Eragon notamment. Euh, Bref. Et je pense que pour des gens comme ça qui connaissent pas réellement l'histoire de Percy Jackson, ça peut être bien aussi de leur garder du suspense à ces gens-là. Euh, et même à des gens qui ne connaîtraient pas du tout l'univers. Mais, euh, mais voilà. Et si on nous dévoile réellement le vrai voleur de foudre début épisode 6, en fait, l'aventure, elle en prend un coup. Parce que ce qui est intéressant, c'est justement ce mystère, le fait de ne pas savoir qui est le voleur de foudre. De... il resterait toujours ce côté de vouloir devoir empêcher la guerre, de vouloir sauver la mère de Percy. Mais je trouve que ça perdrait en saveur. Euh, voilà, j'ai envie de dire que ça perdrait en saveur. Pour moi, il faut pas que nous, en tant que spectateurs, on sache. Faut pas qu'on sache. Pas avant la fin de l'épisode 7. Alors après, peut-être qu'Arès il a menti et que Grover du coup a un mauvais voleur de foudre en tête. C'est possible aussi, hein. Les dieux passent leur temps à mentir, à vouloir du conflit, à vouloir la guerre et tout ça. Mais pour moi, c'est peut-être la première erreur de la série si on nous dévoile réellement le vrai voleur de foudre. Pour moi, ce serait une grosse erreur de le dévoiler maintenant. Voilà. Ça, c'est mon avis. On va conclure la vidéo là, hein. En tout cas, pour l'épisode en lui-même, honnêtement, j'ai passé un très bon moment. Euh, Franchement, c'était un très bon épisode. Alors, le fait d'avoir revu Edge et tout dans le cinéma, franchement, ça enlève toute objectivité, hein, franchement. Je suis tellement content de le voir et puis il joue tellement bien, surtout ce genre de perso un peu dur, un peu froid et tout, il joue super bien parce que Edge a plus été habitué à jouer des méchants dans le monde du catch que des gentils, donc ça lui va super bien. Et, euh, et voilà, je suis super content. L'épisode en plus en lui-même est pas mauvais, hein, il se passe des très bonnes choses. On voit comment, en plus on comprend de mieux en mieux le mécanisme qu'il y a chez les dieux et tout, donc c'est vraiment très cool. Là on en voit deux d'un coup. Euh, c'est vraiment pas mal, hein. On est quand même à 3 dieux sur 12, hein, qu'on vient de voir. Enfin 3 dieux de l'Olympe bien sûr. Parce que bon on a vu comment il s'appelle. On a vu Arès et Phaistos, on avait déjà vu Dionysos. Ouais, du coup c'est cool parce qu'on sait qu'au fur et à mesure on va découvrir tous les dieux. Nanana. D'ailleurs j'ai tellement hâte de voir une adaptation du troisième roman. Il s'en passe tellement des choses cool. Bref. Euh, mais dans la globalité j'ai envie de dire que encore une fois que c'est un bon épisode. Franchement j'ai passé un très bon moment. Même si encore une fois ça me donne encore plus envie de lire les bouquins parce que encore une fois je me souviens plus précisément de ce qui se passe avec Arès et j'ai juste trop envie de relire les bouquins pour voir ce qui se passe en fait. Et c'est la force de cette série, c'est que j'ai qu'une envie, c'est de relire le roman. Euh, et d'ailleurs, ça va peut-être décevoir quelques personnes, mais j'ai décidé de remplacer justement euh, la lecture d'Harry Potter cette année par la lecture de Percy Jackson. Déjà, même si c'est deux romans que j'ai très envie de relire, il y a le côté pratique de Percy Jackson avec l'adaptation en série qui fait que c'est plus logique de faire des vidéos lecture sur Percy Jackson cette année que Harry Potter. Et, et voilà. En tout cas, c'est mon avis. Du coup, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cet épisode. En tout cas, moi, j'ai vraiment bien aimé. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 6 et pour le top des films de 2023. Allez, ciao tout le monde.